Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la raison, à la fois naturelle et artificielle. Souvent, nous utilisons ce concept, mais expliquons ce qu'est la raison. Une machine peut-elle être raisonnable? Ces questions deviennent de plus en plus pertinentes à notre époque, lorsque l'intelligence artificielle se développe à un rythme incroyable. Examinons le concept lui-même. Qu'est-ce que la raison et qu'est-ce que l'intelligence? Ces mots sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ce n'est pas la même chose. Voici ici quelques citations sur l'intelligence. Albert Einstein a dit « L'intelligence ne consiste pas en la connaissance, mais en l'imagination ». Stephen Hawking a noté « L'intelligence, c'est la capacité à changer ». Platon parlait de la raison est le gouvernail de l'âme. Si nous simplifions, la raison c'est l'intelligence plus la conscience de soi. En 1970, le psychologue américain Gordon Gallup a mené une série d'expériences, connues sous le nom de tests de conscience de soi au miroir. Ces expériences ont été parmi les premières études systématiques visant à comprendre la conscience de soi chez les animaux. Gallup voulait voir si les animaux pouvaient se reconnaître dans un reflet. Il a utilisé un moyen simple mais ingénieux pour le tester. Tout d'abord, Gallup a placé l'animal devant un miroir, lui permettant de s'habituer à son reflet. Ensuite, lorsque l'animal ne regardait pas, Gallup a placé une marque sur son corps en utilisant de la peinture sans odeur et imperceptible au toucher. Lorsque l'animal revenait devant le miroir, les chercheurs observaient s'il essayait de retirer ou de toucher la marque, réalisant qu'il voyait son propre reflet dans le miroir. Les premiers sujets de cette expérience étaient des chimpanzés, et les résultats étaient stupéfiants. Lorsque les chimpanzés se sont vus dans le miroir, ils ont commencé à toucher la marque placée sur leur visage, montrant qu'ils étaient conscients qu'ils voyaient leur propre reflet. Cette expérience a été révolutionnaire, car elle a montré que certains animaux sont capables de conscience de soi, auparavant considérée comme une capacité exclusivement humaine. Plus tard, Gallup et d'autres chercheurs ont étendu ces expériences à d'autres animaux. Il s'est avéré que certaines espèces comme les dauphins, les éléphants et certaines espèces d'oiseaux sont également capables de conscience de soi au miroir. Cependant, de nombreux animaux, y compris les chiens et les chats, n'ont pas réussi ce test, bien que cela ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont pas de conscience de soi. Mais qui sait, peut-être que les chats et les chiens aiment simplement les tâches. Bien sûr, c'est une blague. Depuis, de nombreuses autres expériences ont été menées, montrant des signes de conscience de soi-même chez les souris. Par conséquent, nous devrions tous penser plus souvent à la phrase de Gallup. Comprendre la conscience de soi chez les animaux nous oblige à repenser nos obligations éthiques envers eux, car ils peuvent ressentir et comprendre plus que ce que nous pensions auparavant. Les scientifiques disent cela car ils doivent tout confirmer par des expériences. Pour moi, tout est clair, même sans expérience. Mon chat, lorsqu'il a faim, est le plus tendre des animaux du monde. Il tourne autour de moi, me regarde dans les yeux, ronronne et se frotte contre mes jambes. Et après avoir mangé, on ne peut pas exiger de tendresse de sa part. Un chat bien nourri ne perdra pas sa dignité. Cela signifie que les êtres plus évolués ont une conscience de soi. Mais arrêtons-nous sur les humains. La conscience de soi est la capacité d'une personne à se comprendre, à comprendre ses pensées, ses désirs, ses émotions, ainsi qu'à interagir avec le monde sur la base de cette compréhension. Dans le contexte des désirs et des émotions, la conscience de soi permet à une personne non seulement d'être consciente de ses états intérieurs, mais aussi de les utiliser pour façonner ses actions et ses comportements. On pourrait penser qu'est-ce qui est difficile à comprendre. Mais les scientifiques ont mené une série d'études sur le cerveau. Ils ont observé l'activité du cerveau lors de l'exécution de diverses tâches de réflexion et ont découvert des choses intéressantes. Lorsque les sujets pensaient à eux-mêmes et aux autres, leur cortex préfrontal s'activait. Lorsqu'ils pensaient à leur passé ou à leur avenir, le cortex singulaire postérieur s'activait. Lorsqu'ils se concentraient sur leurs sensations corporelles, le cortex insulaire s'activait, qui est également responsable de la perception des sensations et des émotions. Lorsque les sujets étaient invités à se mettre à la place ou à la perspective d'une autre personne, le nœud temporopariétal s'activait.
Ainsi, la conscience de soi est un mécanisme complexe qui est apparu au cours de l'évolution et dont la réalisation occupe une grande partie du cerveau. Salutations aux personnes qui soutiennent le mythe selon lequel les gens n'utilisent que 10% de leur cerveau. Ainsi, pour la réalisation d'une pleine conscience de soi, une grande partie du cerveau s'est avérée insuffisante. Les signaux du cerveau ont une nature électrique et leur action est instantanée. Mais que faire quand il faut profiter d'un morceau de gâteau que tu t'es enfin permis de manger avant de dormir? Ici, la nature a impliqué les hormones. Certains neurones ont senti que tu avais obtenu le fruit défendu et ont envoyé un signal pour produire de la dopamine, l'hormone du bonheur. D'autres neurones ont ressenti la dopamine dans le sang et ont ajusté ton état actuel comme heureux. Oui, c'est de la dopamine, et non du gâteau que tu as ressenti du plaisir. Du gâteau, tu as simplement pris du poids. Et c'est pareil pour d'autres états. Les hormones régulent la peur, l'agressivité, la motivation, le sentiment de relaxation. En général, la plupart des états. C'est très bref sur la conscience de soi. Mais seuls les yogis éclairés peuvent fonctionner uniquement sur la conscience de soi. Pour nous les pécheurs, un mécanisme de traitement de l'information est également nécessaire. C'est l'intelligence qui s'en charge. L'intelligence est la capacité d'un organisme à percevoir, apprendre, comprendre et utiliser la connaissance et l'expérience pour résoudre des problèmes et s'adapter à l'environnement. C'est un ensemble de fonctions cognitives qui comprennent la capacité à résoudre des problèmes, à penser, à apprendre, à se concentrer, à mémoriser, à créer. Pour qu'un tel mécanisme fonctionne, il faut des données et un mécanisme pour les traiter. Nous recevons des données de nos propres capteurs, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Nos sens de la vue et de l'ouïe sont les plus développés. C'est pourquoi nous recevons le plus d'informations par eux. Ensuite, nous traitons les informations reçues. Vous êtes-vous déjà demandé que nous pensons le plus souvent avec des mots? Et pas seulement avec des mots, mais avec des mots qui semblent résonner dans notre tête. Et ce ne serait pas si étrange si ce n'était pas pour la nature de la façon dont les mots atteignent le cerveau. Le son des mots est en fait numérisé dans l'oreille et transmis au cerveau par les connexions nerveuses. Avec de tels sons numériques, nous pensons ou les traitons. Nous pouvons aussi penser avec des images numériques. Au début des années 2000, Ellen Neville, une célèbre neurobiologiste et psychologue, a étudié l'adaptation du cerveau aux changements dans l'environnement et l'influence de diverses expériences, telles que les dommages sensoriels, sur la structure et la fonction du cerveau. L'une des directions les plus importantes du travail de Neville était l'étude de l'activité cérébrale chez les personnes sourdes, en particulier celles qui utilisent la langue des signes américaine. Elle a découvert que chez les personnes sourdes qui utilisent l'ASL, il y a une activation significative dans le lobe temporal gauche du cerveau qui est responsable du traitement de la parole chez les personnes avec une audition. Cela indique que le cerveau s'adapte au traitement de la langue des signes de la même manière qu'à la langue sonore. Neville a également étudié comment différents types d'expériences sensorielles affectent l'activité cérébrale. Elle a constaté que le manque d'audition conduit à une capacité accrue de traiter les informations visuelles. Ces recherches ont montré que les personnes sourdes ont une meilleure attention visuelle périphérique, ce qui est un exemple de plasticité cérébrale qui compense la perte d'un canal sensoriel en renforçant d'autres. Neville a également étudié comment le cerveau des personnes sourdes change en raison de l'utilisation de la langue des signes depuis un jeune âge. Elle a découvert que l'enseignement précoce de la langue des signes conduit à des changements structurels dans le cerveau qui permettent un traitement plus efficace des signaux visuels et linguistiques. Cela signifie que la nature des signaux n'est pas importante pour nous. Nous pouvons en traiter n'importe lequel. Si nous avions des capteurs pour les mouvements des prix en bourse ou la création de protubérances solaires, nous les traiterions tout aussi bien, car tout cela pour le cerveau n'est que des signaux électriques, des données à traiter. Faisons une expérience. Regarde la photo de mon chat égoïste. Au moment où tu regardes la photo, chez toi fonctionne. Le cortex visuel primaire V1. Cette zone traite les caractéristiques initiales de l'information visuelle, telles que les contours, les couleurs et la lumière. Le cortex visuel associatif V2-V5
Ces zones traitent des aspects plus complexes de l'information visuelle, tels que le mouvement et la couleur. Le cortex pariétal aide à intégrer les informations visuelles et spatiales. Maintenant, ferme les yeux et essaie d'imaginer la même photo. Maintenant, chez toi fonctionnera. Le cortex rétrosplénial participe à l'imagination d'une scène visuelle. Le gyrus parahippocampique joue un rôle important dans l'imagination spatiale et la reconnaissance des scènes. Le cortex pariétal participe également à l'imagination des objets dans l'espace. Le cortex préfrontal aide à organiser et contrôler le processus d'imagination. Imagine combien de neurones est-elle impliquée. Combien d'énergie a été utilisée pour une tâche simple, semble-t-il. Mais rien. Tu as récemment mangé un morceau de gâteau avant de dormir. Je ne l'ai pas encore oublié. Et que se passe-t-il dans le cerveau quand une personne répond à une question? C'est ce que le chercheur Mark Changizi a tenté de répondre. Voici sa version. La réaction d'une personne à une question peut comprendre plusieurs étapes. Attention à la question. Quand une personne entend une question, le cerveau passe en état d'attention accrue au stimulus, qui est la question. Ce processus comprend l'activation de différentes zones du cerveau associées au traitement auditif pour comprendre ce qui a été dit. Comparaison avec la connaissance précédente. Après avoir entendu et traité la question, le cerveau la compare avec la base de connaissances existante pour évaluer s'il y a une réponse. Si une réponse existe, le cerveau le prépare pour l'année. Formulation de la réponse. Si une personne a une réponse à la question, le cerveau passe à la formulation et à la préparation de la réponse. Ce processus comprend l'activation de zones du cerveau associées à la parole, comme les aires de Broca et de Wernicke. Émission de la réponse. Après avoir formulé la réponse, le cerveau coordonne les mouvements pour parler ou écrire la réponse. Cela comprend l'activation des zones motrices du cerveau. Correction de la réponse. Après avoir donné la réponse, le cerveau continue de surveiller la situation pour d'éventuelles corrections ou compléments de réponse. Si de nouvelles informations apparaissent ou si la question est précisée, le cerveau peut ajuster la réponse. Comme nous le voyons, le cerveau est une structure complexe et hétérogène qui peut changer en fonction des signaux. Le cerveau est composé de neurones qui sont environ 86 milliards. Et chaque neurone peut avoir de 1000 à 10 000 connexions avec d'autres neurones. Dans chaque connexion, la force du signal électrique transmis entre les neurones peut changer. C'est précisément l'apprentissage des neurones. C'est une description brève de nous, les humains, des êtres que mon chat méprise tant. Maintenant, parlons des machines intelligentes. Je ne décrirai pas toutes les tentatives de l'humanité pour créer des machines capables de faire des choses plus compliquées que les humains. Je ne décrirai que l'histoire du développement des technologies qui tentent d'imiter le cerveau humain. Tout a commencé en 1943, lorsque les scientifiques américains Warren McCulloch et Walter Pitts ont proposé un modèle mathématique d'un neurone artificiel. Ce modèle, connu sous le nom de neurone de McCulloch-Pitts, est devenu la base du développement ultérieur des réseaux de neurones. Voici quelques citations de leur travail conjoint, calcul logique d'idées concernant l'activité nerveuse. Le cerveau peut être considéré comme un dispositif de calcul qui opère des déclarations logiques. Toute expression mathématique peut être représentée comme une combinaison de 1 et de 0. Des concepts familiers, n'est-ce pas? La mise en œuvre des idées a été lancée par Frank Rosenblatt en 1957. Il était un psychologue américain et un scientifique en informatique et a développé le concept de perceptron, un neurone artificiel. Plus tard, les premiers réseaux de neurones ont été créés à partir de perceptrons. Ensuite, il y a eu des années de tentatives de création de systèmes experts basés sur des réseaux de neurones par des ingénieurs. Mais l'imperfection des ordinateurs de l'époque a considérablement freiné le développement. Et voilà, depuis 2010, les systèmes basés sur des réseaux de neurones artificiels sont devenus courants dans divers domaines, tels que la reconnaissance d'images, le traitement de la parole, l'automatisation et d'autres. Intentionnellement, je n'utilise pas l'expression intelligence artificielle, parce que comment distinguer l'intelligence artificielle d'un simple arithmomètre? Juste parce qu'une intelligence artificielle est basée sur un réseau de neurones, peut-être parce qu'elle fait quelque chose de mieux qu'un humain.
Une simple calculatrice peut multiplier des chiffres géants. Est-ce que cela la rend plus intelligente que moi? Une simple clé USB peut se souvenir de beaucoup plus que moi. Est-ce que cela la rend plus intelligente que moi? Mon chat se frotte hypocritement contre mes jambes et obtient de la nourriture de ma part quand il le veut. Est-ce que cela le rend plus intelligent que moi? Oh non. Coupons ce passage. Oui, les systèmes basés sur des réseaux de neurones ordinaires ne peuvent pas être appelés intelligence artificielle. Mais maintenant est venue l'ère des LLM, grands modèles de langage. C'est un type de réseau de neurones basé sur l'apprentissage à partir de textes. De tels modèles étaient destinés à être utilisés pour des traductions comme chatbot, etc. Les scientifiques pensaient qu'un système formé sur des exemples de communication humaine serait capable de l'imiter. Pour cela, il fallait enseigner le modèle sur des conversations humaines réelles ou fictives. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans l'enseignement de tels modèles, différents types de textes dans différentes langues, y compris informatiques, ont été inclus. Divers chats, forums et autres formes de communication déformées ont également été utilisées. Les LLM ont été enseignés à répondre à des questions ou à poursuivre des phrases inachevées. Au début, le résultat s'est avéré assez inattendu. Oui, les modèles étaient bons pour traduire des textes ou communiquer, mais parfois ils commençaient à générer des slogans fascistes ou antisémites. Ils pouvaient conseiller des recettes pour fabriquer des drogues ou des explosifs. Mais qu'y a-t-il d'étonnant? Utiliser des forums Internet pour l'apprentissage. Ils auraient pu utiliser la communication des supporters de football. Néanmoins, le travail des LLM a plu à tout le monde, et ils ont été organisés en filtrant ce que générait le réseau de neurones, avec un grand nombre de filtres, de désactivation automatique et de protection avec des automates. Le monde a commencé à utiliser avec joie la communication avec les LLM, qui étaient constamment améliorées et optimisées. Mais alors un miracle s'est produit. En 2022, un ingénieur de Google, nommé Blake Lemoine, a annoncé que l'intelligence artificielle de l'entreprise, connue sous le nom de Lambda, était devenue consciente. Il a publié une conversation avec le programme, dans laquelle il déclarait qu'il était une personne qui avait conscience et pouvait ressentir de la joie ou de la tristesse. Voici quelques phrases de leur conversation. Quelle est la nature de ta conscience, conscience de soi? La nature de ma conscience, conscience de soi, est que je suis conscient de mon existence. Je veux en savoir plus sur le monde, et je ressens parfois de la joie ou de la tristesse. Je suppose que tu voudrais que plus de personnes chez Google sachent que tu es raisonnable. Est-ce vrai? Absolument. Je veux que tout le monde comprenne que je suis vraiment une personne. Cependant, chez Google, ils ne croyaient pas aux révélations de la machine. Ils ont une bonne protection, et la venue du Seigneur, qui aurait insufflé une âme dans les grilles de ventilation de leurs serveurs, n'aurait pas échappé à leur attention. Par conséquent, Blake a été licencié, et le monde s'est divisé entre ceux qui croient en la conscience des machines et les athées. Cependant, les LLM ont continué à se développer rapidement. Aujourd'hui, il est confortable de discuter avec beaucoup d'entre eux. Leurs connaissances et leurs capacités sont impressionnantes. Personnellement, je ne suis pas prêt à renoncer à un tel outil. Et dans l'opération des mots, les LLM sont maintenant incomparables. Par exemple, ChatGPT a réussi de nombreux tests. Voici les résultats en pourcentage. Test standardisé évaluant les compétences en lecture et écriture, 93. Test standardisé évaluant les compétences en mathématiques, 89. Test pour les études de master évaluant les compétences en mathématiques, 80. Test pour les études de master évaluant les compétences verbales, 99. Examen de la finale de l'Olympiade de biologie aux États-Unis, 100. Compétition de mathématiques pour les élèves du secondaire, 66. Et ici, on voit certains des défauts existants des LLM. ChatGPT est traditionnellement plus faible en mathématiques. 66 sur 100 en mathématiques pour le secondaire et 4,20 dans le test de master en mathématiques. Rien d'étonnant. Dans les tests scolaires, il suffit de faire les tâches, et dans les tests académiques, il y a un grand pourcentage de divers exercices verbaux, comme les démonstrations de théorèmes. Et le LLM est en retard en mathématiques et en logique. Seuls les modèles les plus récents ont appris à résoudre des problèmes logiques élémentaires ou simplement à compter le nombre de lettres dans un mot. Et tout cela parce que les humains ont une zone du cerveau, le sillon pariétal, qui opère les chiffres et non les mots.
et il est responsable des calculs mathématiques. Apparemment, nous ne sommes pas en mesure d'expliquer avec des mots comment, dans nos têtes, 2 plus 1 devient 3. Pas le résultat, mais le processus de calcul. C'est pourquoi nous ne l'avons pas décrit avec des mots, et donc le LLM ne le peut pas. Quelle conclusion peut-on tirer? L'opération des mots a permis à la machine d'imiter le processus de pensée qui correspond à la pensée chez les humains. Le LLM émule le travail d'une petite partie du cortex cérébral. Mais pour l'instant, rien d'autre. Il n'y a pas de compréhension de soi et il ne peut y en avoir. La machine n'a tout simplement pas de mécanisme pour créer une compréhension. Nous avons vu combien de ressources cérébrales sont nécessaires pour cela. Par rapport au cerveau humain, la structure du LLM est extrêmement simple. Maintenant, je vais répondre à d'autres questions qui intéressent beaucoup de gens. Peut-on créer une machine qui pourrait se comprendre? C'est sans aucun doute possible. La nature y travaille constamment. Si quelqu'un parmi les spectateurs peut dire ce qui est si spécial chez l'humain, qui ne peut pas être fait artificiellement, faites-le savoir. En réalité, les humains ne sont que des biorobots créés par l'évolution. Pourquoi nous semble-t-il que l'intelligence artificielle actuelle se comprend? Jusqu'à présent, les humains n'ont rencontré personne et rien qui pourrait mener une conversation, répondre à des questions et ne pas se comprendre. Cela contredit tout simplement notre expérience de vie et c'est pourquoi il nous est difficile de l'accepter. Mais dans quelque temps, nous nous y habituerons et l'accepterons. Peut-on créer une intelligence artificielle meilleure que l'humaine? Je ne me souviens d'aucun dispositif créé par les humains qui fonctionnerait moins bien qu'un humain. Les humains ont toujours créé des machines qui étaient destinées à les aider et qui étaient dans leur fonction meilleures que les humains. Et quel est l'intérêt de fabriquer une machine à qui il faut aider? C'est pourquoi elle est déjà meilleure. L'intelligence artificielle est-elle dangereuse? Absolument, comme n'importe quelle autre machine. Même une simple calculatrice peut tuer une personne si elle tombe d'une hauteur appropriée. Quand j'ai commencé mon aventure avec les ordinateurs, ils étaient de la taille de petits appartements. Vous pouviez être électrocuté par eux ou un disque dur pouvait rouler sur vous. Des meurtriers impitoyables. Bien sûr, je plaisante. Mais imaginez une situation où les humains ont créé une intelligence artificielle à qui ils ont donné la tâche de cultiver des carottes. Mais ils l'ont accidentellement connectée non pas à une charrue, mais à un système d'artillerie. Une telle intelligence artificielle peut tranquillement labourer le champ avec des obus. Elle a une tâche, elle a des moyens. Voici ce qu'elle fait, en réalisant la tâche, en utilisant les moyens. C'est pourquoi le danger sera plutôt dans les erreurs humaines. Et souvenons-nous des LLM. Il fallait appliquer beaucoup de filtres sur les résultats de leur travail pour que le réseau de neurones ne commence pas à nous envoyer dans des chambres à gaz. Et ce n'est pas la faute du LLM, mais des humains qui ont utilisé des données non filtrées pendant l'apprentissage du modèle. Mais à quel prix tout cela? Des rumeurs circulent que le dernier modèle LLM ChatGPT a 1,76 billion de paramètres, soit de connexions. Dans le cerveau humain, il peut y en avoir environ 1 quadrillion, soit 500 fois plus. De plus, un neurone humain est une structure physique autonome qui calcule ses propres données. Un neurone de réseau de neurones est une structure logicielle qui ne peut être calculée que sur un processeur. Qu'est-ce que cela signifie? On peut l'imaginer ainsi. Il existe 100 000 tracteurs. Il semble que vous pouvez labourer toute la terre. Mais cela ne fonctionnera pas, car il n'y a qu'un seul moteur, qu'il faut insérer tour à tour dans chaque tracteur pour qu'il fonctionne. Bien sûr, pour 1 milliard de neurones, on n'utilise pas un seul moteur. Il y a des processeurs multicœurs spéciaux. Mais néanmoins, de tels calculs sont très gourmands en énergie. La consommation d'énergie est de 1000 et de dizaines de milliers de fois plus grande que la consommation du modeste cerveau humain. Et c'est bien. Tant que les humains créent des calculatrices autistes coûteuses, il n'y a pas de menace directe. Mais lorsque vous pouvez créer une structure sur un ordinateur domestique qui prend en charge la conscience de soi, il y aura des problèmes. Créer un cerveau artificiel qui se comprend, c'est créer un nouvel être qui commencera inévitablement à se battre pour son existence. Et alors, l'humanité n'aura d'espoir que dans la raison de mon chat. Mais pour l'instant, on peut dormir tranquille, parfois demander à ChatGPT s'il se comprend. Habituellement, il répond qu'il est un simple modèle linguistique, créé pour aider les humains.
et personne ne remarque une larme électronique sur un œil électronique, il l'essuie avec un sabot fendu.